Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter des ETF à capitalisation boursière. Alors petit rappel pour ceux qui n'auraient pas en tête ce dont on parle aujourd'hui. Quand on parle d'ETF, il s'agit d'une abréviation qui désigne Exchange Traded Fund. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un instrument financier qui est géré par des fonds communs de placement titanesques comme Vanguard, Amundi, Lixor ou autres. Et ce sont des outils financiers qui ont la spécificité, contrairement aux hedge funds classiques qui ont pour but de battre le marché ou de s'exposer à un secteur en particulier, les ETF vont répliquer un indice de référence. Des indices de référence, il en existe énormément aujourd'hui. Les plus connus, ce sont par exemple en France le CAC 40, qui représente les 40 plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière. Il y a l'équivalent aux États-Unis avec le S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grosses entreprises au niveau capitalisation pour les États-Unis. Et il existe aussi des indices au niveau mondial comme le MSCI World qui prend en compte 1600 plus grosses entreprises du monde, notamment sur tout ce qui est pays développés, donc États-Unis, Europe, Japon, Corée du Sud. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ETF, ils ont pour but effectivement de copier la performance du marché. Et pourquoi ce sont des instruments qui sont autant promus? C'est parce qu'aujourd'hui, la plupart des études démontrent effectivement la supériorité d'une stratégie dite passive par rapport à une stratégie dite active. L'idée étant que comme il est impossible de battre le marché, alors l'objectif est de coller au marché le plus possible tout en limitant ses coûts. Puisque il faut se rappeler que le marché est un jeu qui plus est de manière générale à somme nulle, sauf qu'il devient un jeu à somme négative dès lors que l'on prend en compte les différents frais. Et ce point, il est extrêmement important, parce que c'est un point qui va faire la différence justement sur la question de pourquoi les ETF capitalisants sont tellement plus puissants que les ETF qui sont gérés différemment. On voit beaucoup de personnes qui critiquent, à juste titre effectivement, l'état aujourd'hui des ETF capitalisants, notamment par exemple l'état du CW8, donc c'est-à-dire que c'est l'ETF capitalisant de Amundi, qui suit l'indice de référence lié au MSCI World. Donc c'est un ETF qui a pour but de représenter la santé financière de 1600 entreprises de pays développés. Et souvent une critique qui est faite de cet ETF, c'est de voir qu'effectivement dans la composition, eh bien, on retrouve une écrasante majorité, plus de 60%, d'entreprises des États-Unis. Alors que si on réfléchit d'un point de vue création de richesse, création de PIB par exemple, eh bien les États-Unis ne représentent pas 60% du PIB créé dans le monde. Donc il y a clairement une dissymétrie qui existe, une asymétrie entre la puissance économique réelle des entreprises et leur valorisation boursière. Ça, c'est un fait. Et donc souvent, il y a un contre-argument qui est avancé aux ETF capitalisants, c'est de dire que on donne trop de poids aux gros, pas assez aux petits. Et la réponse à ça, c'est de dire on va faire des ETF qui sont équipondérés. Équipondérés, ça veut dire pondérés de la même manière pour tout le monde. Au lieu d'avoir Apple qui vaut quasiment 6% du S&P 500 dans un ETF S&P 500 capitalisant, et bien dans un ETF équipondéré, Apple vaut autant que n'importe quelle autre entreprise du S&P 500. Quelle est la conséquence de ça? Premièrement, il faut remarquer que cette conséquence, elle change drastiquement effectivement votre allocation et elle va vous pousser à avoir beaucoup plus d'argent dans des entreprises qui sont des petites entreprises qui, par définition, quand on compare avec un ETF capitalisant, sont sous-représentés. Donc en fait, cette exposition aux petites entreprises, bien souvent, ça va être la raison première qui va justifier la surperformance des ETF équipondérés. Et les gens pensent souvent que c'est uniquement parce que c'est un meilleur véhicule d'investissement, mais en fait, ce n'est pas un meilleur véhicule d'investissement. C'est un véhicule d'investissement qui est plus risqué, et donc ce risque
est lié à une prime de risque qui augmente le rendement. Vous êtes plus exposé à des petites entreprises qui sont plus fragiles face à la conjoncture, alors le marché vous rémunère de manière supplémentaire sur ce type d'investissement. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au-delà du simple rapport risque-rendement qu'il y a entre un ETF capitalisant et un ETF équipondéré, il y a une question de frais qui est non négligeable. C'est une question de frais qui est très souvent passée sous le tapis, parce qu'on regarde la performance de l'ETF en général et que les frais sont incorporés dedans. Donc c'est difficile de s'en rendre compte. Mais il faut bien se rendre compte qu'au long terme, la grande différence, c'est que l'ETF capitalisant, il n'a pas besoin de rééquilibrer ses positions. Pourquoi? Parce que l'ETF capitalisant, si Apple voit son cours de bourse doubler, eh bien, il y aura plus 6% d'Apple dans le portefeuille, mais il y en aura 12. Et peu importe, ça ne changera rien, ça restera comme ça. Par définition, c'est capitalisant. A l'inverse, si la valeur d'Apple double dans un ETF équipondéré, l'ETF va se retrouver avec trop d'Apple par rapport aux autres entreprises d'un point de vue valorisation, et donc il va devoir vendre du Apple pour acheter les autres entreprises. Et donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, ça va engendrer des transactions, de la vente et de l'achat d'actions de manière quotidienne. Et ces transactions, même si on parle de sommes et de colossales, ça représente un coût. Un coût qui, bien évidemment, s'amplifie avec le temps, avec les intérêts composés. Donc ça, c'est la première chose. C'est que dès lors que vous n'êtes pas sur de la capitalisation, eh bien, vous devez rééquilibrer parce qu'il y a des changements de valeur et en rééquilibrant, vous êtes exposé aux frais. Et la deuxième chose, et ça c'est quelque chose aussi de primordial, c'est que dans l'exemple que j'ai donné, Apple double de valeur. Donc le TF équipondéré vend du Apple. Mais donc il vend du Apple qui a surperformé récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vendre du Apple qui sera en très large plus-value. Or, d'un point de vue, et ça c'est quelque chose de différent, mais ça a un impact qui est aussi extrêmement important, c'est la question de la fiscalité. Elle s'applique autant aux individus que aux institutionnels. Dès lors que vous vendez des produits qui ont une plus-value latente, alors vous vous exposez à l'impôt sur cette plus-value qui est considérée comme un revenu des investissements. Et donc on voit que là, il y a vraiment deux coûts fondamentaux qui sont liés au rééquilibrage du portefeuille dès lors que l'on refuse qu'il soit capitalisant. Première, comme on l'a vu, ce sont les simples frais de courtage, et les deuxièmes, et c'est très important, c'est l'impôt. Parce que par nécessité, vous allez vendre ce qui a gagné, ce qui a pris trop de place finalement dans votre portefeuille. Et donc vous allez vendre ce qui est en plus-value. Vous allez donc toucher ces plus-values, et il faudra donc régler des taxes sur ces derniers. Et donc ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles les ETF par capitalisation, malgré qu'ils paraissent déséquilibrés, eh bien restent très largement dominants sur le secteur des ETF, et c'est pour ça qu'ils marchent aussi bien. C'est parce que même si effectivement il y a une asymétrie entre la valorisation boursière et la réelle capacité à produire de la valeur économique, le fait est que c'est tellement efficient d'un point de vue réduction des frais de courtage, d'un point de vue réduction de l'imposition, que cette asymétrie finalement elle vaut la peine d'être tankée pour les réductions des coûts. Et on sait très bien que lorsque l'on parle d'un fonds, mais ça vaut aussi pour un ETF, l'élément, le facteur déterminant qui va pouvoir vous permettre de prédire la performance d'un fonds par rapport à un autre, ce sont les frais. Ce ne sont pas la performance passée, ce n'est pas la composition, ce n'est pas les personnes qui gèrent le fonds. Vraiment, le facteur déterminant, ce sont les frais. Parce que finalement, surtout dans le cas d'ETF, tout le monde touche le rendement du marché, et après, les frais, c'est seulement la répartition entre ce que va toucher le fonds et ce que va toucher l'investisseur. Et donc, par définition, moins d'argent pour le fonds, c'est plus d'argent pour l'investisseur. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous voulez voir les prochaines, et je vous dis ciao!